Et comme de retour au plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burundi et du Rwanda. Kigali démontre toute implication dans les attaques à la grenade à Bujumbura. Le samedi dernier, le ministre porte-parole du ministère de l'Intérieur du Burundi avait accusé plutôt le Rwanda d'être derrière des attaques à la grenade qui ont fait plusieurs victimes avec un bilan de 38 blessés ce samedi suite à ces attaques à la grenade. On accusait le Rwanda d'être derrière ces attaques. Pour sa défense, le Rwanda démontre toute implication dans ces attaques à Bujumbura, au Burundi, et demande au Burundi de s'occuper de ces problèmes. S'il y a un problème, ce n'est pas parce que, comme l'estime le Burundi, le Rwanda serait en train d'abriter des rebelles burundais localisés sur son sol pour venir attaquer le Burundi, mais plutôt, il faudrait que le Burundi soit capable de faire face à ces problèmes. Voilà un peu de façon globale présenter le décor. Je commence par vous, Prosper Agboklou. Le froid entre le Rwanda et ses voisins continue toujours. On sait, entre-temps, c'était surtout la République démocratique du Congo. Mais depuis un moment, on voit le Burundi aussi qui commence par critiquer ouvertement la position du Rwanda, que le Burundi accuse de soutenir certains rebelles à la frontière qui font des incursions dans le Burundi pour faire des attaques. On leur attribue justement des attaques à la grenade qui ont eu lieu le week-end dernier. Oui, vous savez, ce sont deux petites portions de terre englouties. Bon, c'est des portions de terre, oui, 26 000 km² pour le Rwanda, 27 000 pour le Burundi. C'est des petites terres coincées en Afrique centrale, à côté donc de la RDC, qui malheureusement parle maladroitement, de manière maladroite donc de leur existence. On se rappelle en 93 l'avion qui amenait à Biarimana, qui devrait causer donc le génocide qui s'en est suivi. C'était avec Ntariamira. L'autre président, c'est le président rwandais, plutôt burundais. Il revenait d'une négociation et les deux ont été victimes de cet attentat-là. Entre-temps, il faut quand même dire qu'entre ces deux pays, il n'y avait pas assez de problèmes, mais avec le problème en RD Congo, on a compris que les tentacules se sont étendus dans ces deux pays-là, et puisque la RDC ne s'entend pas bien avec le Rwanda, il y a une forme donc de connivence, oui, qui a traversé donc les frontières du Rwanda, et tel que la République démocratique du Congo parle des FDR, le Burundi aussi en parle, parce que il semblerait que le Rwanda a hébergé cette partie donc de l'armée qui viennent donc les attaquer, ce qui veut dire que ce sont les maîtres occidentaux qui font de la part belle donc de l'histoire, des histoires donc belliqueuses dans ces pays-là. Alors, Prosper, honnêtement, j'ai du mal à vous suivre. Oui. Vous nous parlez de l'histoire du Rwanda, du Burundi, de la République démocratique du Congo. Justement. Et puis vous évoquez les maîtres occidentaux. Oui, la manette est entre dans la main, les mains donc des occidentaux. C'est les occidentaux qui sont venus tirer les grenades. Bon, et dans la posture de ce qui vient de nous rapporter, souvent tu m'as reproché de ne pas douter de l'information. Moi je dis, les informations qui sortent donc ainsi dans les accusations qui sont portées vis-à-vis donc de cet attentat-là, qui les ramène. Quand on voit les informations, ça émane parfois d'une même source, et on s'appuie sur des médias locaux, on dit que ce sont les médias locaux qui l'ont relayé, mais amenés sur le tapis par des médias qui n'aiment pas voir l'Afrique unie. Ça, il faut le dire. Quand moi cela change quelque chose à la réalité, que ce soit un média de tel pays ou plutôt de tel pays qui l'a dit en premier. Oui. Est-ce que ça change quelque chose à la réalité? Tu sais, la guerre de l'information avantage souvent celui qui en a comme on appelle la primeur.
Ça, c'est une guerre parce que le Rwanda s'est défendu. Une situation critique, une situation sécuritaire réelle. On n'est pas seulement dans une guerre. Oui, mais est-ce que l'ampleur telle qu'elle est désignée, moi je dis souvent, l'ampleur... c'est assez quand même. Oui, on a parlé de 38 blessés, parfois on parle de morts, on ne sait plus là où on se situe. Parce que quand les trucs sont documentés, quand vous allez constater certains documents, on parle de morts, 38 morts. Et quelque part, on dit 38 blessés. Voilà à peu près l'ambiguïté qui reste dans les informations qu'on nous amène. Maintenant, on n'a pas vu le Rwanda sortir. Bon, enfin, je savais que... Le Rwanda a démenti. Oui, je sais qu'il y a comment on appelle, l'ambassadeur du Rwanda, plutôt du Burundi, auprès de l'UA, qui avait déjà interpellé le Rwanda par rapport à cette situation vis-à-vis donc de l'UA. Mais on peut pas croire que ces deux pays, quand j'ai parlé de portions tout à l'heure, pour moi, ils sont tellement peut-être insignifiants. Le mot est peut-être mal choisi, dira-t-on, mais pour ne pas s'entendre, quelle est la richesse que portent ces deux pays? Parce qu'on me dit que le Burundi est pratiquement sans ressources minières et le Rwanda, il a quoi? C'est sur l'agriculture que ces deux peuples-là, et surtout quand tu rentres dans ces deux pays, il y a pratiquement la même langue. Le Tutsi, le Hutu, le Niria, Rwanda, tout ça là, c'est les mêmes langues qu'on parle. Maintenant, où se trouve le problème, l'intérêt pour que ces pays-là se fassent de la guerre, qu'on vienne mettre les bombes un peu partout? C'est pourquoi je dis pour moi... Je vous replante le contexte prospère. Nous sommes en avril, fin avril, il y a des attaques à la grenade qui ont eu lieu à Bujumbura et dans d'autres villes du Burundi. On a dénombré des dégâts. Alors, pour situer les responsabilités, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité font une conférence de presse ce week-end pour dire qu'ils ont arrêté des gens. Et ces gens feraient partie d'un réseau de déstabilisation du Burundi, un réseau qui serait abrité par le Rwanda voisin, le Rwanda qui est le voisin du Burundi. Et donc, ce réseau mènerait ses attaques en provenance du Rwanda. Et voilà un peu. Les peuples n'ont rien à foutre avec cela. On peut partager les mêmes peuples et ne pas être du même avis et devenir des pays ennemis. Maintenant, quel est l'intérêt de cette division-là? C'est ça que moi je dis. Il faut qu'il y ait au moins un intérêt au centre de l'actualité pour diviser, pour comprendre cette division-là. Moi je pense que c'est le reflet de ce qui se passe à RDC avec le pillage qui est organisé là, qui a des relents au niveau de ces pays-là, parce que le Rwanda est souvent accusé d'abriter donc les forces armées, plutôt la bande de voyous ou bien de bandits ou bien d'armées organisées qui vont attaquer la RD Congo. Et au même moment, le Burundi aussi prend le même, ce qui veut dire que les manettes sont quelque part et ce sont les mêmes choses qu'on envoie à diffuser. Vous voyez, la géopolitique ne nous offre pas vraiment la certitude de maîtriser vraiment la quintessence des informations qui sont de ça. Pourquoi souvent, quand je lis ces informations, bien, je me mets en contact, je me demande si réellement la posture qui est donnée est la vraie. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour aller décrypter l'information. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Alors, je vais replanter ou bien reprendre une portion du communiqué du Rwanda publié ce dimanche par le porte-parole du gouvernement rwandais qui dit quelque part: nous appelons le Burundi à résoudre ses propres problèmes et à ne plus associer le Rwanda à des questions aussi ignobles. En tout cas, c'est une portion de ce communiqué-là, à travers lequel le Rwanda dément toute implication dans ces attaques à la grenade au Burundi. On sait que la RDC accuse, voilà le Burundi aussi qui commence par accuser. Et le Burundi soupçonne le Rwanda d'abriter cette rébellion qu'on appelle Tête Tabara, qui serait logée au Rwanda et qui, à partir de ce pays, frapperait le Burundi. Ibrahim. Non, mais vous savez, ça devait arriver, puisque avec ces attentats, les autorités burundaises ont fait des investigations. Ils ont mis la main sur certains, qu'on dirait, des auteurs de cet attentat. Et selon les
témoignages et à la suite de l'interrogatoire, certains ont reconnu quand même qu'ils font partie de cette bande armée, les Ted Tabara. Et donc, les Red Tabara, bon, on les reconnaissait depuis, et on savait que c'est, disons, une force politique et en même temps politico-armée. Et donc, c'est des gens qui sont là et c'est un regroupement de personnalités en même temps qui sont contre le fait que depuis fort longtemps, il y a eu une politique qui a été menée par le défunt Nkurunziza. Et à la suite, se sont protégés qui est venu au pouvoir, l'actuel président du Ndayishimiye, voilà, Ndayishimiye, bien évidemment. Et donc, c'est toujours dans la continuité de la politique de Nkurunziza. Donc, vous savez que la politique de Nkurunziza a fait fuir beaucoup de Rwandais, beaucoup de Burundais ont quitté le pays. Et les Red Tabara font partie de ce groupe-là politique ou bien politico-armé qui œuvre pour qu'il y ait changement de régime au niveau du Burundi pour que tous ceux qui ont pu quitter le pays puissent revenir. Et donc ces groupes, bien évidemment, sont dans le sud Kivu, un peu vers la RDC, et dans cette portion il y a toutes les alliances qui se créent là-bas. Et on a estimé que ce groupe-là est soutenu par le Rwanda. Bon, c'est vrai que jusque-là, il n'y a pas proprement parlé des éléments de preuves pour établir cette relation directe entre les Red Tabara et l'État rwandais. Mais ce que l'on sait, c'est que habituellement, et c'est le cas aussi, c'était le cas aussi avec le président Nkurunziza, lorsque le régime au niveau du Burundi rencontre certaines difficultés, on crée des situations de dissuasion, des situations de manipulation politique pour pouvoir se donner bonne conscience et attirer la sympathie des Burundais. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez, entre-temps même, il y a eu des tentatives comme quoi on devait juger pour Pierre Buyoya. C'était pour ressusciter un ancien dossier et tout ça là. On savait que l'objectif visé, ce n'était pas au fait pour créer des soucis à Pierre Buyoya, mais c'était plutôt pour créer une certaine diversion, dire que voilà, il y aura des mandats d'arrêt qui seront adressés à ces anciens-là parce qu'ils ont participé d'une manière ou d'une autre à l'assassinat de Melchior Ndadaye. Mais on sait que le régime burundais est habitué de ces manœuvres politico-politiciennes, comme on le dit, et il crée souvent ces situations pour amener beaucoup plus de sympathie au niveau de la population. Ce n'est pas la première fois. Entre-temps aussi avec son premier ministre qu'il a démis, c'était aussi dans ces situations. Il avait parlé de corruption, de ce premier ministre qui était impliqué dans toutes les choses, dans toutes les activités qu'il y avait au niveau du Burundi et tout ça là. Donc voilà, c'est des situations concrètes, c'est des situations de diversion, et le Rwanda estime que les attaques tout récemment à la grenade et tout ça là peuvent être des situations similaires, c'est-à-dire créer de toutes pièces pour détourner l'attention des populations sur les réels problèmes qui se posent vraiment avec acuité, qui se posent plutôt avec acuité au niveau du Burundi. Donc on estime que le président actuel peut être peut-être tenté pour pouvoir dissimuler les difficultés auxquelles il est confronté, créer une situation de toutes pièces comme ça pour se donner bonne conscience et amener la population peut-être à renouer avec lui. Donc c'est en quelque sorte une situation comme ça, et les Red Tabara ont réagi. Vous savez, ce groupe rebelle a réagi en disant que non, que dans leurs activités, ils ne créent pas des situations à la population civile. Ils n'ont jamais mené des attaques comme ça pour
tuer, pour créer quand même la désolation au sein de la population civile. S'ils ont à mener des attaques, c'est directement frontal, c'est contre les autorités avec qui vraiment ils sont en discussion ou bien ils sont en difficulté, pas quand même avec la population. Donc ce n'est pas leur marque, le fait d'aller poser des grenades dans toute la ville et créer des situations vraiment de drames comme ça et dans lesquels sont impliquées les populations civiles. Ce n'est pas leur marque et ils n'ont jamais eu cette façon quand même, ils n'ont jamais agi de cette façon et c'est pourquoi ils demandent justement à l'État burundais de se concentrer sur leurs problèmes. S'ils ont des difficultés, ils n'ont qu'à plutôt faire face à ces difficultés que de créer d'autres situations pour pouvoir dissimuler ce qu'ils ont comme difficulté pour faire face au quotidien des Burundais. Alors, Credo, pourquoi accuse-t-on autant le Rwanda? On sait que le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda est au nord et le Burundi est au sud, mais les deux sont bordés à leur côté est, à leur côté ouest plutôt par la République démocratique du Congo. La RDC a toujours accusé le Rwanda, ça c'est une autre paire de manches, on en parle souvent. Mais voilà le Burundi aussi qui est au sud du Rwanda, qui commence depuis un moment par accuser le Rwanda d'abriter cette rébellion justement Red Tabara et qui serait peut-être à l'origine de ces attaques à la grenade qui ont fait le drame au Burundi. Non, la question est-ce que le Rwanda n'est pas devenu aujourd'hui la cible de certains pays, notamment le Burundi et la RD Congo, parce que il faudrait que nous puissions revisiter, disons, la situation de 2021 où les deux pays, le Burundi et le Rwanda, étaient diamétralement opposés. Donc cela avait déjà balisé le chemin à ce que nous avons vécu en début d'année au mois de janvier où il y avait eu l'expression d'un regain de tension déjà en début d'année 2024 entre les deux pays. Donc là, lorsque ces tensions ont été... Ils les ont obligés à fermer leurs frontières. Justement, à fermer leurs frontières, même... 2015, non, c'est ouvert. 2015, c'était ouvert, mais l'accentuation a eu lieu à partir de 2021 et en 2024, nous avons assisté à la fermeture des frontières suite à un regain de tension entre ces deux pays. Et vous savez, le Rwandais aujourd'hui dans une mauvaise posture et on essaie toujours de présenter le Rwanda comme le mauvais élève. En ce sens qu'il y a un conflit latent entre le Rwanda et la RD Congo. Aujourd'hui, on parle du Rwanda et le Burundi en termes de pays en conflit. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de présenter, d'habiller autrement le Rwanda si on sait qu'au niveau même des instances de l'Union africaine, il y a des difficultés à saisir véritablement la mesure de la chose, parce que c'est la démission au niveau de l'Union, des instances dirigeants de l'Union africaine qui a fait que ces petits conflits persistent. Donc si aujourd'hui on assiste à des grenades ou bien des gaz lacrymogènes, donc je crois que cela ne fait que prêter le flanc encore plus à ce qu'on puisse mieux tirer sur le Rwanda et tenir le Rwanda responsable de toute situation désastreuse, aussi bien en RD Congo qu'au Burundi. Est-ce que cette posture du Burundi n'est pas dans l'avantage de la RD Congo aujourd'hui? Donc il faudrait qu'on puisse également faire cet exercice de lecture entre les lignes. Est-ce que cela c'est une complicité internationale contre le Rwanda? Est-ce que je parlerais d'une complicité, mais je parlerais plutôt d'une appréciation de la situation. Le mot n'est pas si fort, l'expression n'est pas si forte. Non, l'appréciation. Complicité. Non, mais moi je pense que c'est beaucoup plus l'appréciation de la situation. Parler de complicité, on devrait aller sur ce terrain lorsqu'on a des éléments probants. Donc nous n'avons pas d'éléments, donc on ne peut pas s'évertuer à parler de complicité. Complicité entre quoi? Mais nous disons l'appréciation, l'impression qui est donnée aujourd'hui, c'est que on veut noircir le Rwanda. Ou est-ce que c'est la personne de M. Paul Kagame qui poserait
je dis bien qui poserait problème dans l'espace de l'Union africaine pour qu'on puisse aujourd'hui, et vu même le degré, disons, d'évolution de ce pays, le Rwanda, un petit pays, mais qui fait assez de merveilles, qui est caractérisé même par une certaine rigueur dans la gestion et rigueur même répercutée au sein des populations rwandaises. Est-ce que ce n'est pas une façon de distraire l'opinion internationale pour rejeter tous les torts sur ce pays, le Rwanda, à travers son chef, le chef d'État Paul Kagame. Et nous savons l'intransigeance même de Paul Kagame. Est-ce que cela ne plaiderait pas en sa défaveur? Parce qu'aujourd'hui, c'est en Afrique l'homme qu'on veut d'un côté imiter pour la gestion de son pays et de l'autre côté, donc on le prend pour le beau diable qui se débat dans un bénitier. Donc, la situation aujourd'hui, les torts sont partagés et c'est une prise de responsabilité, une prise de conscience au niveau du Burundi que du Rwanda pour essayer de juguler ces crises. Et il y a Prosper qui a tenté de nous amener sur un terrain des Occidentaux qui se cacheraient derrière. Mais il faudrait qu'on puisse élever le niveau du débat et ne pas chercher à trouver les Occidentaux ou bien les Français derrière toute action. Ils n'ont aucun intérêt pour que ces pays-là s'entendent. Ils n'ont aucun intérêt. C'est vous qui portez cette analyse, pas ce jugement, mais il ne faudrait pas qu'une analyse, qu'on puisse étaler cette analyse pour en faire une assertion. Donc évitons de prêter des intentions à des États occidentaux. On a accusé la fin dans le génocide du Rwanda. Nous allons marquer on a accusé. Puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.